mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur Belgocom 21 Web TV. Au sommet de cette émission, la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Monsieur Toga, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Guy Ekwala, et merci de l'invitation. Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. Les États-Unis, pour attaquer l'Irak, avaient affirmé que Saddam Hussein disposait des armes à destruction massive. La Russie affirme avoir trouvé des armes en matériel biologique développées à des fins militaires appartenant aux Américains en Ukraine. L'on peut se poser la question, pourquoi les Américains ont choisi l'Ukraine? Oui, c'est une question qui est logiquement posée, pour la simple raison que, historiquement, quand on regarde l'histoire de la volonté des États-Unis à intégrer l'espace d'antan qui était l'ex-Union soviétique, elle a des appétits, et comment elle le fait, c'est ce qui est intéressant ici. Et cela me permet de mettre en lumière les acteurs, certains acteurs venant des États-Unis qui ont vocation à implémenter cette politique d'expansionnisme que l'Amérique voudrait étendre sur le monde, ici en particulier au niveau de l'Ukraine. On a Nolan Victoria, qui est à l'époque en mission au niveau de l'Ukraine pour implémenter, n'est-ce pas, l'idéologie selon laquelle les valeurs occidentales ont cours de cité au niveau de l'Ukraine, et que ces valeurs-là sont adoptées par le peuple ukrainien, ou alors de l'ancienne obédience de l'Union soviétique. Et à travers cela, il y a une affirmation à la fondation américano-ukrainienne selon laquelle 5 milliards de dollars ont été dépensés pour donner corps aux aspirations ukrainienne à adopter cette philosophie qui porte les valeurs européennes à ce moment-là. On est alors dans les années 2014. Et en 2014, on avait le point d'achoppement de la révolution de la dignité, ou alors de la révolution du Maïdan qui est mise en valeur, qui est mise en branle, qui fait tomber par là le président Yanukovych. Quand on parle du président Yanukovych, on voit, n'est-ce pas, ici ce double jeu qu'il a eu avec l'accord portant association de l'Union européenne et l'association de l'Union européenne et de son pays qu'est l'Ukraine. Il s'est aventuré, et puis avec la pression de Poutine ou alors de Moscou, il s'est ravisé sur cet accord-là. On est en 2012 à cette période-là. Si on évoque ici Nolan Victoria, c'est aussi pour exprimer, n'est-ce pas, le fait que au niveau du Sénat américain, elle a eu à affirmer, alors là elle a affirmé que oui, en Ukraine, il y a des installations à velléité biologique qui sont installées au niveau de l'Ukraine. Elle a affirmé cela au niveau du Sénat quand, je crois, un sénateur lui posa la question: est-ce qu'il y a des hôpitaux biologiques au niveau de l'Ukraine? Elle a affirmé de façon mordicus que oui, cela existe. Et c'est pour la recherche au niveau des armes, pas des armes, j'ai envie de dire, mais de la recherche biologique. Mais si on remonte dans le temps, on a aussi en 2009 la création d'une société qu'on appelle Rosenman Seneca, qui est, n'est-ce pas, une firme mise en place par Hunter Biden, qui vous avez, n'est-ce pas, deviné de qui il est issu, le président des États-Unis. Et ils font de cette société-là avec quelques partenaires, à l'instar de Archer ou alors de Christopher Heinz,
qui est lui le beau-fils de John Kerry. Et à travers cela, en 2014 toujours, cette date-là, il faut la retenir, en 2014, ils essayent, Joe Biden et Archer, essayent d'intégrer le conseil d'administration d'une firme qu'on appelle Burisma. Elle fait dans l'exploitation minière avec prégnance au niveau de l'Ukraine. Et en 2014, il y a aussi une divergence d'opinion au niveau du partenariat qui lie Hunter Biden et Christopher Heinz, pour la simple raison que Christopher Heinz estime que en allant vers cette direction-là, c'est-à-dire s'associer avec Burisma, il y a un risque de réputation qui pèserait sur leur association. Donc il y a un clivage à ce niveau-là qui est né, et d'où l'implication même de la société de Hunter Biden dans le financement j'ai pas envie d'aller vite en besoin en disant armes bactériologiques ou bien biologiques, oui. Mais il y a eu un certain financement dans ce sens-là au niveau de l'Ukraine qui a été fait par Hunter Biden et au niveau de la Burisma. Maintenant, là on n'est pas encore dans le qualificatif qu'on pourrait apporter pour dire finalement que oui, c'est un financement qui sera fait pour mener des recherches dans le sens biologique. Il y a un lien qu'il faut mettre ici en branle, et ce lien-là, c'est la Metabiota, qui est une firme aussi qui fait, comme son nom l'indique, dans le domaine sanitaire, et qui est à la tête de cette institution-là, c'est tout simplement Wolf, Nathan, si mes souvenirs sont exacts, on l'appelle aussi le chasseur de virus. Et quand vous faites ce lien-là, vous comprenez que oui, à ce moment-là, il est fort plausible d'affirmer avec beaucoup de véhémence que les États-Unis, par une extrapolation de ces implémentations au niveau économique dans le développement des affaires, essaye de financer certaines activités qu'on qualifierait de néfastes pour la paix ou alors pour la construction d'une certaine harmonie des peuples. Parce que à travers, si les États-Unis se développent dans ce sens-là, on voit ici qu'elle met en mal un rival d'antan. On se rappelle encore de la guerre froide, et avec des événements qui ont eu lieu avec le fameux téléphone rouge, ou alors le téléphone arabe, où on disait le téléphone qui, pour parler un peu de l'image qu'on a du président George Bush, je crois, non pas George Bush, celui qui est décédé là, comment il s'appelle encore, Kennedy, voilà. Et on a ces images là, donc c'est encore cette atmosphère là qui est créée ici pour, n'est-ce pas, montrer que oui, en Ukraine, il y a une certaine velléité des États-Unis à développer, ma foi, des laboratoires biologiques. Et ce n'est pas que là, pour vous dire l'extension que cette philosophie-là a, il y a aussi l'envie de développer ces laboratoires là, au Cameroun, en Éthiopie, dans d'autres pays. Mais tous ces laboratoires qui ont été développés en Europe, est-ce que l'Union européenne n'avait pas connaissance effective de ce qui se déroulait dans ces territoires ukrainiens? Ben, si moi, par exemple, je suis au courant, il est fort. Cela relèverait d'une aberration que de croire qu'ils n'étaient pas au courant. C'est juste qu'ils ont fait fi de ne pas informer l'opinion sur cette question-là. Pour aujourd'hui, ma foi, ils étaient au courant. Et si, à travers quelques petites recherches que j'ai eu à faire, je suis tombé sur ces informations-là, ils étaient au courant, puisqu'ils sont à la source, à la source de l'information dans ce domaine-là. Voyez-vous, il y a beaucoup d'intérêts qui sont mis en place, et si les intérêts sont mis en place, il faut savoir vers quel côté doivent se pencher ces intérêts-là. Est-ce que cette information sera en défaveur des intérêts occidentaux? Que oui, parce qu'il y a aussi un conflit d'intérêts au niveau quand on évoque le nom Hunter Biden, et puis cette filiation-là, vous voyez qu'il y a un peu une image qui sera ternie par là. Aujourd'hui,
c'est clair que on essaye de ne pas imputer ne même pas révéler l'existence de ces laboratoires-là et affirmer mordicus que c'est la Russie qui essaye de gazifier, j'ai envie de dire, parce que c'est gazifier, non pas gazifier, mais développer ces armes-là, les armes chimiques, pour mener la guerre au niveau de l'Ukraine. Donc il y a un méli-mélo là qu'il faut un peu restituer, comme on essaye de le faire ici aujourd'hui. Un méli-mélo qu'il faut clarifier. Le président Poutine affirme que les États-Unis n'avaient pas de mandat pour attaquer l'Irak. Et rappelle que la France n'avait pas soutenu cette attaque. Est-ce que la guerre en Ukraine a définitivement affaibli le Conseil de sécurité des Nations Unies? Dans une certaine mesure, Ici, vous me permettrez d'illustrer cela à travers les accusations fortes que porte le président Poutine, parlant n'est-ce pas, de l'Occident. Il dit c'est l'empire du mensonge. Et quand je le dis, je fais référence encore là à votre question, quand les États-Unis ou alors la communauté internationale est allée bombarder la Libye, c'était fait sur la base d'un simple mensonge que Kadhafi tue son propre peuple. À travers il commet des crimes contre l'humanité. Et au niveau de l'ONU, là c'est l'extrapolation même du mensonge, ou alors le mensonge dans son essence et dans sa genèse même. Vous avez le général Powell qui a de façon ingénieuse vendu la guerre à la communauté internationale et au reste du monde, tout simplement en faisant croire que Saddam Hussein utilise les armes chimiques, chimiques pour tuer son peuple. Et donc, ici, vous avez les États-Unis ou alors la communauté internationale qui se déploie dans ces pays-là, en tant que protecteur et garante d'une certaine civilisation qui voudrait que les dictateurs ne doivent plus exister dans ce monde. C'est donc ce genre qui, ma foi, est porté au niveau de l'humanité. C'est cela qui est au centre même de la politique étrangère occidentale, qui voudrait ne plus voir les dictateurs à la tête des États. Mais Poutine, en déclarant cela, est-ce qu'il faut aussi entrer dans un monde qui commet les actes que les autres ont eu à commettre pour justifier son action présente? J'ai envie de condamner ici l'acte que le président Poutine a eu à faire en voulant justifier, n'est-ce pas, la situation qui est aujourd'hui en Ukraine pour montrer, n'est-ce pas, les velléités expansionnistes des États-Unis qui, en ce moment-là, l'utilisent pour justifier son action au niveau de l'Ukraine. C'est un peu un raccourci qui, ma foi, n'a pas lieu d'être mis en avant. Il faut juste que la conscience humaine se rappelle que par le passé, et je présume que c'est dans ce sens-là qu'ils utilisent ça, que les États-Unis et la fameuse communauté internationale utilisent des stratagèmes basés sur du mensonge pour mener leur politique au niveau de quelques pays qui ne sont plus en droit de citer avec leur modus operandi. Et c'est en cela que je vois un peu, j'analyse un peu cette déclaration du président Poutine, qui, ma foi, ne doit pas utiliser cela aussi pour justifier ses actes au niveau de l'Ukraine. Finalement, concrètement, est-ce que ça affaiblit le Conseil de sécurité? Oui, le Conseil de sécurité est affaibli du moment où
les 5 puissances qui gouvernent dans cette histoire-là sont en conflit. Et logiquement, ce conseil, il est affaibli parce que ce n'est plus la volonté, ici c'est la volonté du plus fort qui va gagner. Et vous avez les gens qui ont le droit de veto, à l'instar de la Russie et de la Chine qui s'abstient, des États-Unis qui font tambour battant sur les autres pays membres permanents du Conseil de sécurité pour voter en faveur, on a parlé de ça la dernière fois, pour voter en faveur ou en défaveur de l'action de la Russie au niveau de l'Ukraine. Donc il y a une pression qui se répercute même en dehors de cette instance-là pour, n'est-ce pas, le Conseil de sécurité, c'est d'abord quoi? C'est juste, d'abord, constater que la paix est menacée, qu'il y a effectivement une guerre qui se passe dans un territoire et elle donne certaines résolutions en résolution de restauration de la paix. Mais dans la majeure partie des événements qui ont eu lieu dans le monde, ou alors ce Conseil de sécurité y a eu à siéger, on a la Libye, en 2000, je ne sais plus combien, elle a voté une résolution qui, ma foi, n'a pas été respectée de fond en comble par cette communauté qui a sollicité son conseil. On a Sarkozy qui a bombardé, sans même attendre que la résolution soit sortie. Il a bombardé et la résolution est venue après. On a en Libye, chez Saddam Hussein là-bas, donc ce Conseil de sécurité est tiraillé en fonction des intérêts que chaque pays a et, ma foi, ne remplit plus les aspirations profondes qui ont ramené les pays à l'intérieur de ce Conseil-là. C'est pourquoi il faut, ma foi, refonder complètement cette histoire pour que l'égalité tant prônée au niveau international soit aussi respectée à l'intérieur de ce sommet-là. Sinon, la guerre telle qu'elle est déclarée au niveau de l'Ukraine ne trouvera pas une issue à l'intérieur de ce sommet parce que le droit de veto et les intérêts bilatéraux qui existent entre les États mettront de côté cette histoire-là, tel que le président de Gaulle a eu à le dire, parlant de son patron qui lui a conféré certaines responsabilités dans la résolution des conflits. C'est un machin. Le président Poutine ne doit pas s'appuyer forcément sur cela pour envahir l'Ukraine. Les peuples aspirent à la paix. L'OTAN a fait environ 14 500 morts en Afghanistan, 224 000 morts en Syrie, 1 200 000 morts en Irak. L'ONU affirme qu'au moins 636 civils ont été tués en Ukraine. Nous savons que l'OTAN est un outil de la politique étrangère des États-Unis. Ne faudrait-il pas que cette alliance soit complètement repensée? Moi, je poserais la question autrement. Est-ce que l'existence de l'OTAN est d'actualité? Si je pose la question ainsi, c'est parce que l'émanation même de l'OTAN est, si on la place dans une certaine périodicité, on va voir que c'est pendant les années 49 qu'elle voit le jour, ou alors à ces années-là. Et il y a son pendant qui est né. Il y a son pendant qui est né, tel que le pacte de Varsovie. Et cependant-là, il y a eu un contexte qui a marqué l'existence de ces structures-là. Ce contexte était la guerre froide en Occident. Et pourquoi la guerre froide? Parce que chacun essayait ici de magnifier ou alors de préserver ses intérêts et de sauvegarder une certaine influence que ils ont dans différents États. Cela se faisait de différentes manières au niveau de ces institutions-là. Vous avez les États-Unis qui, en Occident, avec les figures de proue telles que la France et l'Allemagne, l'Allemagne d'antan parce qu'ils étaient divisés. Et le pacte de Varsovie même vient en fait parce que l'Allemagne de l'Est ou de l'Ouest, je ne sais plus trop, intègre l'OTAN alors. C'est là où le pacte de Varsovie estime que
sur un contrat non pas écrit, on avait estimé que les pays de l'ex-URSS ne devraient pas intégrer l'OTAN. Vous avez l'Allemagne, de cette partie de l'Allemagne, là je n'ai plus le souvenir en tête, qui intègre l'OTAN. Vous avez la Pologne qui intègre l'OTAN. Et c'est en ce moment-là que la Russie se sent, l'ex-URSS se sent menacée et crée donc le pacte de Varsovie qui vient pour contrebalancer les velléités offensives de l'OTAN. Quand cela est né, la guerre froide éclate. C'est donc maintenant un jeu d'influence avec les services de renseignement, KGB, CIA, qui se mettent en branle pour insuffler une certaine volonté dans les peuples, attirer les espions. Il y a tout ça qui est né. Vous avez le colonel Kuklinski qui, à cette période-là, vend les informations aux Amériques, qui chapeautent à ce moment-là l'OTAN pour, n'est-ce pas, faire une désescalade dans les conflits. Et Kuklinski vend les informations, pourquoi? Parce qu'à la base, il est polonais et la Pologne intègre déjà l'OTAN, mais il a les informations selon lesquelles son pays sera attaqué. Et donc il vend ces informations-là pour préserver une certaine paix dans son pays. Et donc, est-ce que l'OTAN est d'actualité? Moi j'ai envie de dire, si on va dans le passé, la disparition même du pacte de Varsovie après la destruction du mur de Berlin impose, n'est-ce pas, met une vacuité dans l'existence de l'OTAN qui, ma foi, son existence est illégale à l'heure que nous parlons. Parce que si on veut la paix, il y a une certaine posture d'homme civilisé. Là, maintenant, il faut être un homme civilisé pour aspirer à la paix. Si on se réfère à ce que disait Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. L'OTAN agit aujourd'hui en tant qu'expansionniste. C'est un loup pour la paix, c'est un loup pour l'existence des communautés, c'est un loup pour l'existence même des États qui ne pensent pas comme elles. Et donc, il y a lieu ici de se poser la question si l'OTAN doit exister à l'heure où nous parlons. Parce que à réfléchir aux différentes questions que vous avez eu à me poser, c'est la base même des conflits. Vous avez en 1999 le responsable même de cette institution-là, je ne sais plus s'il était un des responsables, j'ai envie de dire, a projeté l'OTAN dans des sphères qui n'étaient pas les siennes. Donc il estimait que faire la guerre au niveau de l'OTAN devrait se passer maintenant en dehors de ses frontières respectives. Et donc, out of the box, il disait. Et donc, vous voyez ici qu'il y a une pensée avilissante des autres qui, ma foi, est compliquée pour que on intègre l'OTAN comme institution qui procure la paix. Et la volonté même de l'OTAN à remplacer l'institution qu'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est propice à réflexion pour se demander si aujourd'hui, est-ce que l'ONU a échoué pour que l'OTAN vienne la remplacer? Et donc, il faut se poser autant de questions et conclure, pour ma part, que l'OTAN est source de conflit. L'OTAN est source de conflit le 20 novembre 1945, une date historique. Le procès de Nuremberg, qui avait pour but d'éliminer des guerres en Europe et préserver la culture européenne. L'histoire a-t-elle été oubliée? Non, je pense pas que l'histoire a été oubliée. Affirmer cela, c'est vouloir dire que la Shoah a été oubliée. Pourtant, le procès de Nuremberg vient ici pour apporter une certaine réparation aux actes ignobles qu'a commis le Führer d'antan, appelé le président du Troisième Reich, Adolf Hitler. Et ce procès-là avait, avec la volonté de son procureur général, Jacobson,
l'intention d'instaurer une justice universelle qui s'imposerait à l'humanité pour que plus jamais ce qui a été commis comme acte ignoble ne se reproduise dans le futur. Mais nous sommes loin de faire une comparaison ou alors de faire une analogie avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine avec les atrocités de la Shoah. Nous sommes très loin. Mais il faut aussi rappeler que le procès de Nuremberg, c'est comme Göring disait, c'est la volonté des gagnants qui est en train de s'exprimer. Et à travers cela, c'est un peu le cliché qui colle à ce procès-là. Et donc, même toutes les institutions qui vont naître bien après, vous avez la CPI, la CIJ et toutes ces institutions-là, c'est un peu le cliché qui est mis en avant pour diminuer la compétence même de la Cour, ou alors les résolutions, ou alors les condamnations qu'elle donne pour imposer sa volonté. Maintenant, quant à dire que le procès de Nuremberg a été oublié, non, je ne pense pas. Je pense pas. Il faut juste dire que les hommes ont oublié le pourquoi le procès de Nuremberg a eu lieu. Ou alors les dirigeants d'alors, maintenant j'ai envie de dire, ont oublié le pourquoi le procès de Nuremberg a eu lieu. Et c'est ici qu'il faut encore mettre en avant les ambitions mais des institutions qui existent dans le monde. Par exemple, l'OTAN, tel qu'on en parlait il y a quelques minutes, quelles sont ses visées dans le monde? Pourquoi tant de besoins à vouloir assujettir les autres idéologies qui existent dans le monde? Pourquoi toujours ramener les peuples à une seule vocation idéologique telle que se soumettre, j'ai envie de dire, au bon vouloir de ce que l'OTAN dispatche comme valeur universelle dans le monde? C'est Kant qui disait, comme en tant que maxime catégorique, la maxime de ton action doit être érigée en règle universelle, jamais simplement comme un moyen, mais toujours et en même temps comme une fin. Est-ce que les actions de l'OTAN sont constitutives de prendre en compte les aspirations des autres, non pas comme un moyen, mais comme une fin? Si on prend alors maintenant ces actions-là comme une fin, vous allez voir que la prise en considération même des aspirations de l'autre prend maintenant du sens pour la création d'une harmonie des peuples. Et c'est à ce moment-là que vous voyez que l'OTAN existe non pas pour une harmonie, mais pour la préservation de l'identité culturelle occidentale. Et quand j'entends ici culturelle occidentale, je n'inclus pas la Russie. La Russie est en conflit avec l'OTAN et son idéologie expansionniste. C'est pourquoi le tout premier discours qu'a tenu le président Poutine, pour moi, je le place un peu dans le prisme du trotskisme, dans ce sens où il fait appel à l'humanité. Ne voyez-vous pas tour à tour les puissances impérialistes arriver? C'est un peu comme ça que Trotsky s'exprimait dans le temps pour me montrer que l'impérialisme arrive. Et c'est un peu dans ce sillage-là que je situe le premier discours du président Poutine pour interpeller la communauté mondiale, non plus internationale, mais la communauté mondiale, sur les visées de dénazification de l'Ukraine. Est-ce que maintenant la question fondamentale que moi, en tant qu'individu du monde, me pose, c'est de savoir est-ce qu'il y a des nazis en Ukraine? Donc je vais creuser dans ce sens-là. Et bien, je découvris l'existence des nazis en Ukraine. Ma foi, il y a le groupe Azov, que c'est reconnu de tous maintenant que c'est un groupe nazi, qu'il faille, ma foi, si la communauté internationale avait encore un peu de jugeote, mettre les pieds dans le plat pour aider le président Poutine à dénazifier ce qui doit être dénazifié. C'est pourquoi le procès de Nuremberg, ma foi, a été quelque peu oublié. Le procès de Nuremberg a quelque part été oublié. La Cour internationale de justice ordonne à la Russie de suspendre son intervention en Ukraine. Est-ce qu'elle en a les moyens ou la légitimité? Oui, au regard de ses compétences, on peut dire qu'elle en a les moyens et la légitimité.
l'une de ses compétences, c'est de connaître des conflits qui existent entre les États. Et en Ukraine, il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, l'introduction d'une certaine plainte au niveau de cette cour par l'Ukraine, j'ai envie de dire, est fondée. C'est pourquoi elle a rendu un verdict sous plusieurs aspects, dont celui que vous évoquez maintenant, le retrait des forces russes sur le territoire ukrainien. Et ces résolutions, ou alors ce verdict est obligatoire et n'a pas de recours à faire. Donc c'est imposable. Mais maintenant, comment imposer une superpuissance qui jouit des prérogatives que lui confère sa superpuissance, dont sa capacité militaire à imposer même sa volonté au niveau de l'Ukraine, parce que ici la Russie est en train d'imposer sa volonté de dénazifier, j'ai envie de dire, l'Ukraine. Et c'est le discours que ce pays tient par rapport à son concept d'opération militaire spéciale au niveau de l'Ukraine. Vous voyez ici, il y a un jeu, j'ai envie de dire, communicationnel qui est fait. Maintenant, si la Cour prend connaissance de ce conflit et donne une position telle qu'elle l'a fait, oui, elle est fondée, elle est compétente à connaître de ces actes-là, parce que ça rentre dans ses prérogatives ou alors ses compétences, comme je disais par le passé. Les Russes ont réagi aux sanctions. Le président Vladimir Poutine a signé un décret pour nationaliser les entreprises européennes en Russie. Est-ce que c'était un mauvais calcul de la part des Européens? Vous avez un discours qui tend à se développer au niveau de la médiasphère occidentale. C'est celle de dire que la guerre est claire, que le président Poutine a supposé entamer au niveau de l'Ukraine a échoué. En réponse à ce discours, j'ai envie de dire, les sanctions éclairent que l'Union ou alors la communauté internationale a pris pour mener maintenant ici une guerre économique éclair à la Russie, a connu non pas le succès attendu. C'est pourquoi aujourd'hui les répliques que fait le président Poutine en nationalisant les entreprises qui affirment mordicus et tambour battant qu'eux ils ne sont plus là pour pactiser ou alors travailler sur le territoire russe, il faut actionner certains leviers au niveau de la Russie pour faire tourner l'économie. Et c'est en cela que, oui, ils ont voulu asphyxier économiquement la Russie, et en prenant ces actions-là, de façon à ce que les actions prises produisent des effets à court terme, ce qui, ma foi, n'est pas véritablement le cas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je crois qu'il y a une rencontre des ministres au niveau de l'Union européenne qui essayent de voir comment attaquer maintenant la Russie au niveau où ça va faire le plus mal, c'est-à-dire le gaz. Et ils se questionnent comment rationaliser leur consommation de cette énergie-là pour mieux faire mal économiquement maintenant à Poutine, parce que maintenant ils ont pris leurs sanctions, mais le gros il paye toujours à Poutine son dû. S'il ne paye pas, Poutine coupe la livraison. Donc, et qui va en pâtir facilement à ce qui va se passer par la suite, c'est la population européenne. Et donc ici ils sont un peu pris dans un étau sur lequel ils ont cru que, ma foi, que au niveau de la Russie, ça va paniquer dans tous les sens pour ameuter ici le peuple russe, pour que celui-là vienne en aide aux aspirations de la communauté internationale à mettre fin à ce qui se passe au niveau de l'Ukraine. Et donc les sanctions, ma foi, n'ont pas une suite logique, mais plutôt un échec qui, je pense, que sera aménagé d'ici là au niveau des think tanks pour mieux faire mal
au niveau de l'économie russe. Aujourd'hui, le rouble se porte bien. Vous avez, j'espère qu'on en parlera par la suite, vous avez les échanges qui se font déjà en rouble. L'Iran a payé le gaz ou alors le pétrole russe en rouble. Ce n'est plus en dollars que ça se passe. Et donc, vous voyez ici que c'est un peu compliqué au niveau de la communauté internationale quand ils voient les échanges qui se font, les partenariats qui se tissent et les influences même que la Russie au niveau de certains pays quant à ce que leur pression, la pression occidentale j'entends, ne se fait pas de façon à ce qu'ils espéraient. Je vais ici parler du Venezuela. Ce n'est pas le fameux président consulaire, c'est Guardado ou bien Guardo, qui a été reconnu par la communauté internationale comme président. Ce n'est pas lui, mais c'est maintenant Maduro. Il y a un précédent maintenant. Est-ce que Maduro sera là à suivre béatement la communauté internationale quand il sait ce qui s'est fait dans le passé? Est-ce que cela sera fait? Il y a eu beaucoup de frasques de la communauté internationale. Aujourd'hui maintenant, qui veulent ramener la majeure partie des pays au monde derrière leur cause, à condamner la Russie et à punir la Russie au niveau économique, c'est un peu compliqué. La stratégie alimentaire, dans un contexte où, qu'il s'agisse du blé, du maïs, des céréales, plus largement parlé, l'Ukraine et la Russie sont deux marchés très importants. Notre Europe est d'ores et déjà déstabilisée par la guerre à cet égard. Elle le sera encore plus dans 12-18 mois, en raison de ce qui ne peut être planté en ce moment même en Ukraine. Et l'Europe, mais avec elle l'Afrique, seront très profondément déstabilisées sur le plan alimentaire. Il nous faut donc là aussi nous préparer et réévaluer nos stratégies de production pour d'abord défendre notre souveraineté alimentaire, mais pouvoir aussi définir et réévaluer une stratégie à l'égard de l'Afrique, sans quoi plusieurs pays en Afrique seront touchés dans la période de 12 à 18 mois par des famines en raison précisément de la guerre. Il sera compliqué et difficile de mettre en mal économiquement la Russie du président Poutine. Le président Macron a annoncé que l'Afrique et l'Europe seront très profondément déstabilisées par la guerre en Ukraine. Pourquoi l'Afrique ne se positionne pas-elle en alternative en développant l'agriculture industrielle, du blé ou du maïs? Pour répondre à votre question, il faut régionaliser d'abord l'Afrique. Et quand on parle de régionaliser l'Afrique, il faut voir l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique. Et maintenant, au niveau de ces régions-là, est-ce qu'il y a une politique qui va dans ce sens? J'ai envie de dire non. Et maintenant, ajouté à cela, vous avez 14 pays qui utilisent une monnaie nazie, il faut préciser ça, une monnaie nazie qui ne permet pas de penser au développement. Comment faire alors pour se positionner en alternative quand vous avez autant de freins à votre capacité à faire émerger une certaine culture qui sera nationale? Par exemple, au Cameroun, il est difficile de consacrer même une culture en tant qu'identité. On a maintenant les identités variées au Cameroun, à savoir que si tu manges le héros aujourd'hui, il faut juste savoir l'origine du plat. Mais son acceptation dans différentes sphères du pays est compliquée parce que sa production même est médiocre, elle est encore rudimentaire. Et face à cela, comment vous voulez que des pays qui ont des cultures qui leur sont propres, incapables de les développer, commencent à penser alternatives pour contrecarrer les frasques qui viennent de l'Occident? C'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Il faut ici mettre en avant des génies qui pensent Afrique, qui vivent pour l'Afrique et qui sont nés et grandis pour la cause africaine. Et aujourd'hui, les gens qui nous dirigent
il faut les appeler les gens qui nous dirigent, n'ont pas cette volonté manifeste à porter l'Afrique à ce niveau-là. Et ici, j'ai écrit un papier, un moment, dans ce qui me servait d'étude. J'ai écrit un papier sur la philosophie que Kant a développée sur le devoir de volonté. Pour moi, la volonté, elle est duale. Il y a une volonté positive, il y a une volonté négative. Et ici, la volonté, c'est un peu en cela, je trouve un peu la limite au niveau des travaux d'Emmanuel Kant, quand il parle de la morale du devoir. Et il met en avant la volonté de bien faire. Mais la volonté, elle est duale, à mon sens. Et il y a une volonté négative, comme je disais. La volonté négative, c'est de faire des choses pour que les choses ne se fassent pas. Donc, j'agis pour que l'action qui me permet d'évoluer ne me permet pas d'aller dans ce sens-là. C'est pour régresser ou alors faire un statu quo. Et en Afrique, c'est ce qui se passe le plus souvent, c'est ce qui a cours et c'est ce qui se fait par beaucoup d'acteurs au niveau de l'Afrique. Donc, on a une volonté négative qui est hissée comment dirais-je, en chose la mieux partagée. Pourtant, la volonté positive, alors, elle est niée, elle est remise au calendrier grec, celle qui permet à l'Occident, par exemple, de se développer. Parce que l'Occident pense positif et pense en termes de prochaine génération. Il pense en termes que l'action que je pose aujourd'hui, c'est pourquoi vous avez les think tanks qui pensent que en 2100, où est-ce qu'on sera? Quelle est l'action que je peux poser maintenant qui me permettrait en 2100 d'être à ce niveau? Mais au niveau de l'Afrique, sur la pyramide de Maslow, on est encore à se demander si on arrivera à manger. C'est pourquoi il y a cette ambiguïté quant à accepter la volonté positive ou alors la volonté négative, mais on a une propension à se déverser tous sur la volonté négative, j'ai envie de dire. Nord du Cameroun, nous avons des cultures comme le blé, comme le mil, qui sont déjà cultivées au Cameroun, mais en quantité traditionnelle. On pourrait étendre cette culture en quantité, en méthode industrielle. A contrario, vous avez le riz qui est cultivé au Cameroun par les Chinois, mais en ce moment-là en industriel. Pourquoi le Cameroun n'adopte pas des méthodes qui pourraient permettre à certaines coopératives agricoles camerounaises de pouvoir s'étendre en industriel? C'est une bonne question qui permet de se projeter, mais factuellement, j'ai envie de dire non, on réfléchit encore à notre place. Et on réfléchit encore à notre place et on nous impose des orientations qui ne nous sont pas propices. Si aujourd'hui on avait la capacité de développer une pensée économique, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, les programmes sont faits sur la base d'une validation de programmes agricoles au niveau du FMI. Oui, on va vous financer ça. Oui, vous pouvez acheter tel matériel. Oui, le quoi améliorer là est possible de le faire chez vous. Donc, même les recherches scientifiques faites au niveau de l'Afrique sont validées d'abord par les experts de la Banque mondiale ou alors je ne sais pas moi, de quelle structure qui a vocation à financer cela. Et donc, c'est compliqué aujourd'hui de dire que oui, on va se lever comme des braves hommes et aller développer une activité qui, ma foi, est bénéfique en soi pour le pays. Mais il faut des hommes forts. C'est pourquoi je parle de volonté positive et de volonté négative. Si on est porté par la volonté positive, on va braver les limites ou alors les freins que le FMI ou la Banque mondiale imposerait à une telle activité. On va se mettre en cohésion, ou alors même au niveau de la région du Nord. Combien d'élites il y a au niveau de la région du Nord qui pourraient booster cette production-là? Combien d'élites? Vous avez les Kavaïégué, les Ousmane May, il y a plein d'élites qui ont quand même fait fortune. Les Danpulo, vous avez plein d'élites qui ont fait fortune, qui pourraient investir dans cette activité-là. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils n'ont pas une certaine vision, comme par exemple, l'exemple que j'ai, c'est par exemple
Dangote. Il a développé toute une industrie pour la transformation de la tomate au niveau du Nigeria. Il l'a fait tout seul, peut-être avec quelques partenaires, mais c'est lui la face visible du projet. Mais au Cameroun, puisque vous parlez du Cameroun, quel est l'homme d'affaires camerounais qui a mis une structure en place et qui a une portée au-delà des frontières même du Cameroun? Je ne trouve pas. On est toujours la même affaire du Bayam Salam, j'ai envie de dire. On se débrouille comme on peut. Et il faut faire avec tout ça parce qu'il y a une certaine mentalité, une volonté négative à faire des choses. C'est un peu mon axe d'analyse que je choisis malheureusement pour vous répondre. Il faut sortir de là pour maintenant porter cette culture qui existe à un autre niveau et qui permettrait au Cameroun, à cette région en particulier, de se développer. Alors, concrètement, l'affirmation du président Macron a son sens. Alors l'Afrique souffrira du fait que l'Ukraine est envahie par la Russie aujourd'hui. Ça a du sens, mais c'est interpellatif à mon niveau. C'est interpellatif. Ça m'interpelle. Pourquoi? Est-ce que je vais rester à ce moment-là à consommer les produits de l'Hexagone, le blé, je ne sais pas moi quoi, les céréales, je ne sais pas moi? Est-ce qu'on va rester à consommer cela quand on peut avoir des alternatives et produire ces alternatives-là pour la satisfaction de la population? Vous avez aujourd'hui, comment ils appellent ça, l'insuffisance alimentaire qu'ils estiment qu'il y a en Afrique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Mais il y a des statistiques qui montrent que c'est vrai, qu'il y a l'insuffisance alimentaire. Et pourquoi c'est vrai? Le riz qui est produit en SMNO ne couvre pas l'étendue du territoire. Et donc on ne peut même pas l'avoir exporté. Ou alors même il y a une création de la rareté qui est faite pour l'augmentation des prix par les investisseurs de ce secteur. Et donc vous voyez une volonté négative même à tuer le secteur d'activité. Et donc Macron, le président français, il est fondé à affirmer cela parce qu'il connaît la mentalité africaine ou alors l'esprit qui anime l'Africain à toujours s'exporter pour satisfaire ses besoins. Ses besoins sont externes, ses besoins ne sont pas satisfaits en fonction de ce qu'il vit comme réalité ou en fonction de ce qu'il aimerait vivre par la suite. Et donc il se prépare à atteindre cela. Et donc oui, il est fondé, il ne faut pas nier cela. Si on le nie, c'est un peu de vouloir faire de la fine bouche ou alors, n'est-ce pas, faire une analyse, j'ai envie de dire, qui tense seulement les tares et les avatars de l'Occident sur nos comportements. Mais non, nous sommes responsables de ce qui est de notre réalité et il faille, ma foi, que l'on se réveille et qu'on booste ce qui est boostable avec une volonté positive. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années, et qui n'ont pas commencé avec cette administration, mais qui conduisent à revisiter certaines implications dans des conflits au Proche et Moyen-Orient et ailleurs, et à repenser une stratégie profonde, diplomatique et militaire, et parfois des éléments de solidarité dont nous pensions qu'ils étaient des intangibles pour l'éternité, même si nous nous avions constitués ensemble dans des moments géopolitiques qui pourtant aujourd'hui ont changé. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. J'y reviendrai. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer
notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec beaucoup de force et beaucoup plus d'inspiration que nous n'en avons. Regardons l'Inde, la Russie et la Chine. Elles ont une inspiration politique beaucoup plus forte que les Européens aujourd'hui. Elles pensent le monde avec une vraie logique, une vraie philosophie, un imaginaire que nous avons un peu perdu. Et donc tout ça vient nous bousculer très profondément, vient rebattre les cartes. Je ne parle pas évidemment de l'émergence africaine, chaque jour confirmée, et qui se traduit aussi là par une recomposition profonde, et j'y reviendrai aussi. Le risque dans cette grande bascule qui se double également d'une bascule géopolitique et militaire. Nous sommes dans un monde où les conflits se multiplient et où je vois deux principaux risques. Le premier, c'est que ces conflits font de plus en plus de victimes civiles et changent de nature. Regardez les théâtres d'opération partout dans le monde. Et la deuxième chose, c'est que l'ensauvagement est reparti. Et là aussi, l'ordre sur lequel reposaient parfois nos certitudes et notre organisation est en train de disparaître. On abandonne les traités de contrôle des armements, qui venaient là aussi de la fin de la guerre froide, chaque jour dans l'innocence et le silence. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, nous faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Et ensuite, ça doit nous conduire à interroger notre propre stratégie. Parce que les deux qui ont aujourd'hui des vraies cartes en main dans cette affaire sont les États-Unis d'Amérique et les Chinois. Et ensuite, nous avons un choix par rapport à ce grand changement, ce grand basculement. Décider d'être des alliés minoritaires de l'un ou l'autre, ou un peu de l'un, un peu de l'autre, ou décider d'avoir notre part du jeu et de peser. Le président Macron a prévenu l'Afrique, c'est une façon de prévenir l'Afrique. Il faut passer à un développement certainement industriel pour éviter des souffrances. Mais c'est la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde, a reconnu le président français Emmanuel Macron. Est-ce que l'Europe reconnaît là son retard sur le continent africain face à ce monde qui est devenu multipolaire par la force des événements? Oui, l'Europe a un fort retard d'analyse sur le devenir de l'Afrique. Parce que comme son président, parce que si l'Europe veut s'adresser à l'Afrique, il faut avoir une figure de proue. Et la figure de proue la mieux choisie qui fera écho au niveau de l'Afrique, c'est le macronisme. C'est Macron, le président français, qu'ils vont envoyer pour porter le message occidental en direction de l'Afrique. C'est en ce sens-là que, oui, s'il affirme ainsi, c'est parce qu'il voit les velléités émancipatives que l'Africain développe, ou alors que l'analyse, ou alors la portée de l'analyse que l'Africain a aujourd'hui tend à vouloir se départir des agissements du colon, parce que nous sommes encore sous colonie, du moins les 14 pays ou les 15 qui utilisent encore cette monnaie nazie là. Et donc il est fondé à porter ce genre de propos, parce qu'il y a cette montée en puissance cependant ce courant de pensée qu'est le panafricanisme, qui met en lumière les déboires que causent les puissances impérialistes au niveau de l'Afrique, et donne des orientations qui permettraient à nos pays ou à ce continent-là d'avoir une multiplicité d'horizons pour mieux se départir sans toutefois avoir des gros chocs. Si aujourd'hui on se départit de la France au niveau du franc CFA. Pourquoi l'alternative russe, l'alternative Inde, l'alternative Pakistan, l'alternative Chine est une aubaine. Et ce qui fait frémir l'Occident quand il voit l'émergence de ces puissances-là. Et ajouter à cela, il ne faut pas prendre juste l'émergence de ces puissances-là comme acquise
ou alors comme quelque chose qui est bénéfique pour l'Afrique. Il faut que l'Africain développe une fois de plus la volonté positive à atteindre cette aspiration-là. Et c'est en cela que si l'Africain prend conscience de ça, tel que le président français a pris conscience de la position que la France ou alors l'Occident occupera, si leur hégémonie d'alors est définitivement finie, comment il interpelle dans ce sens-là les think tanks qui doivent penser à repenser la relation qu'ils auront et la place qu'ils doivent avoir dans cette relation-là. Et donc c'est à nous de nous dire, ben, vous estimez que bon, vous avez défini que l'hégémonie elle est finie, ok, on a pris conscience que l'hégémonie elle est finie. Maintenant, quel est le rapport que vous voulez avoir avec nous? Nous maintenant on se définit dans ce sens-là et on se projette. Et si on se projette, quelle est l'offre que l'Occident fait à l'Afrique pour qu'on s'attache toujours leur bon vouloir? Non, il y a la Chine aujourd'hui qui est là, il y a l'Inde qui est là, il y a la Russie qui est là, il y a plein d'autres pays qui ont montré leur volonté à travailler avec les Africains. C'est à nos dirigeants d'avoir une volonté positive une fois de plus pour travailler au devenir de l'Afrique et des Africains, pour que le constat que fait le président Macron, qui est une réalité, ne se transforme pas au niveau de l'Africain en ce que j'ai envie de dire une cause de leur propre, de notre malheur futur. Donc ils sont déjà là en train de penser comment mater l'Afrique sous une autre forme. Donc nous, maintenant, on doit juste d'abord travailler à abolir le franc CFA, à trouver une autre monnaie, à tisser des partenariats économiques avec des puissances autres que l'Occident et ramener dans notre escarcelle des puissances militaires, une puissance militaire forte, avec le développement, j'ai envie de dire, d'une bombe atomique qui protégera l'Afrique, ou alors on va au-delà de la bombe atomique, on peut avoir les missiles russes là qui sont suprasoniques et tout. Donc il faut cela en Afrique pour qu'on se sente respecté. Aujourd'hui, pourquoi le président Macron a l'outrecuidance de toujours se mettre à la face de l'Afrique et parler au nom de l'Afrique? Vous avez vu, c'est une digression, mais qui prend tout son sens. Vous avez vu aussi son discours qu'il a tenu par rapport au retrait de la licence de RFI et de France 24 au niveau du Mali. Il s'est mis en dirigeant de ce pays-là. Il dit la junte n'a pas respecté les valeurs du Mali, les valeurs, je ne sais pas moi de quoi là. Mais comment vous voulez qu'un président français sache mieux que les Maliens les valeurs qui leur sont propres? C'est un peu en cela que vous voyez l'expansionnisme occidental dans toute sa nature et dans toute son essence est mis à nu. Et donc il faut juste un éveil d'esprit au niveau africain pour comprendre que non, nous ne sommes pas encore sortis de cette volonté occidentale à nous mettre je ne sais pas moi sous quelles conditions humaines, mais donc il faut travailler, il faut avoir une volonté positive pour que ce genre d'agissement des présidents qui se moquent de nos dirigeants, qui se moquent de nos valeurs à nous, qui se moquent de, je ne sais pas moi, de n'importe quoi qui vient d'Afrique, prennent conscience que oui, il y a une émergence au niveau de la conscience commune africaine qui voudrait se sentir libre, qui voudrait se sentir respecté, qui voudrait se sentir écouté, entendu, et accepter même aussi la direction qu'elle voudrait prendre dans sa relation avec les États. Aujourd'hui, les valeurs qui sont défendues par la communauté internationale, est-ce que ce sont des valeurs que nous avons dans nos cultures, dans nos traditions, dans nos manières d'être? Oui, il faut sortir de la pensée villageoise, comme le président camerounais avait dit, mais est-ce qu'on doit tout accepter pour la simple raison qu'on veut épouser la modernité? C'est un peu la question que je me pose, et c'est en cela que c'est une interpellation, une fois de plus, à nos penseurs africains, à ne plus travailler, à commettre des travaux qui restent juste au niveau académique, mais venir
sur des plateaux télé, diffuser la connaissance, diffuser le savoir avec un français qui, ma foi, est abordable pour la grammaire qui est au village. Et c'est comme ça la conscience, la masse critique se formera pour les vraies raisons même, la raison d'être de l'État qui permettra à ce que la masse critique, aussi formée rapidement, aussi libérée rapidement. C'est un peu cela le leitmotiv qu'il faudrait avoir quand la déferlante occidentale se versera vers l'Afrique, puisqu'ils sont en train de connaître une déculottée au niveau de Poutine. Il faut donc préparer maintenant les palliatifs. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant avec leur porte-parole Macron. Les penseurs européens sont à pied d'œuvre pour mettre en œuvre une autre dimension de coopération avec les pays africains. L'hégémonie occidentale est appelée à disparaître. L'Afrique s'affranchira-t-elle? L'Afrique est-elle pro-Poutine? Je prendrai d'abord la première question. Est-ce que l'Afrique s'affranchira de l'hégémonie occidentale? Comme je l'ai dit dans mon développement précédent, cela relève de la conscience individuelle de tout un chacun, cela relève aussi de la volonté du pays à s'affranchir s'il se sent ligoté ou alors sous hégémonie, et s'il se sent sous dominance. Et quand on est sous dominance, on cherche sa liberté. C'est ce que nous apprend les moments d'esclavage, mais avec deux manières de le faire. Il y a une liberté de l'esclavagisé qui veut la rupture totale avec le colon, le maître, et il y a aussi le maître des maisons qui veut rester dans la maison, à suivre le patron, le maître, en se sentant libre. Parce que s'il se départit du maître, il se sent esselé, il se sent, je ne sais pas moi, dans quelles conditions, qui pour lui n'est pas propice à son émergence ou alors à son émancipation. Donc c'est à nous de choisir dans quelle direction on voudrait se placer, mais la communication oriente le choix que nous devons faire par la suite. C'est pourquoi l'Occident aujourd'hui fait tambour battant sur l'orientation que nous devons avoir, parce qu'elle construit nos préceptes, elle construit notre pensée, elle construit notre manière de faire, construit notre future manière d'agir avec le simple fait qu'elle utilise la communication. Et quelle est la langue qu'on utilise facilement? Dans 15-14 pays, on a le français. Et elle véhicule sa connaissance, sa culture à travers cela. Et donc, il y a un choix à faire. Et l'Africain doit, s'il se sent sous domination, faire le choix de ne plus être sous domination. Donc, il a la liberté de rester sous domination ou je ne sais pas moi, c'est à tout un chacun de savoir dans quelles conditions il se trouve. Mais au niveau de nos suprastructures, c'est aussi... Et ce choix-là permet même de penser le devenir de nos pays. Si aujourd'hui nous avons des individus qui se sentent sous domination et qui acceptent cette condition-là, imaginez que ce dernier arrive à la tête de notre pays, à la tête de nos États, il va juste gober ce qui vient du maître, sans toutefois se révolter une seule fois et affirmer sa position sur certaines questions qui portent préjudice au développement de son pays. On a beaucoup de pays, de présidents à l'heure actuelle qui sont dans ce cas-là. On a le président du Niger, Bazoum, qui a voulu prendre le contingent de Barkhane, qui était stationné au niveau du Mali, qui a connu ça, une bonne déculottée là-bas. On l'a chassé pour lui dire déguerpissez d'ici. Il a voulu battre en retraite au niveau du Mali, du Niger, sans l'assentiment du peuple. Maintenant, il y a eu des mouvements au niveau du peuple, du vrai peuple. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a une certaine hiérarchisation du peuple. Il y a le peuple, le bas peuple, il y a le peuple, maintenant, sous la camisole de ses représentants au niveau de l'Assemblée. Il parle au nom du peuple. Et vous avez le peuple qui décide en dernière instance en tant que président.
Parce que c'est en cela que Jean Bodin nous dit que le peuple perd sa souveraineté en allant au vote. Et donc, quand vous avez cela, Bazoum, pour prendre son cas, il a décidé de ramener Barkhane au Niger. Le bas peuple n'est pas d'accord de cette venue. Ils ont manifesté, brûlé des pneus pour manifester leur courroux ou alors leur mécontentement quant à la décision de celui qu'ils ont élu comme président. Et vous voyez ce clivage entre peuple et dirigeants nous pousse à penser, est-ce que nous agissons sous domination ou alors nous agissons en tant qu'hommes libres? Est-ce que maintenant, en tant qu'homme libre, est-ce qu'on respecte nos intérêts ou alors est-ce qu'on fait respecter les intérêts qui seront bénéfiques pour nos pays ou alors pour ma personne en tant qu'individu? C'est un peu en cela que je laisse la liberté dans mon analyse à tout un chacun à décider dans quelle voie il veut aller. Et pour l'Afrique pro-Poutine, c'est un peu la même réflexion, mais avec une certaine idéologie que chacun a développée. Est-ce que l'Africain épouse les combats du panafricanisme? Est-ce qu'il épouse les combats quelle est la lecture qu'il fait de la colonisation, quelle est la lecture qu'il fait de l'esclavage et quelle est l'analyse globale qu'il se fait du rapport de l'Afrique avec l'Occident? Quand il le fait, et du rapport, il fait un comparatif entre le rapport de la Russie avec l'Afrique. Pour ma part, l'Afrique et la Russie, ils ont connu des rapports. Ça dépend aussi maintenant de la position que vous aviez. Parce que quand vous étiez un révolutionnaire, vous étiez avec la Russie qui venait soutenir les combats d'émancipation, les combats de révolution avec son implication au niveau du canal de Suez, comme on avait vu la dernière fois, et au niveau du FL, le mouvement de libération au niveau de l'Algérie. Elle a soutenu cela au Cameroun avec, par exemple, peut-être l'UPC et je ne sais pas moi. Elle a soutenu les mouvements d'émancipation. Mais maintenant, il y a d'autres Africains qui étaient pour une continuité avec une libération douce. C'est ce qu'on vit aujourd'hui maintenant. On est toujours dans un vouloir, dans la volonté de se libérer, mais sans toutefois prendre la décision ipso facto de se libérer immédiatement. C'est un peu dans cette posture-là qu'on a aussi élevé nos enfants qui ne savent pas à quel moment s'affirmer et quand s'affirmer et pourquoi ils s'affirment. C'est un peu en ce sens-là que, si aujourd'hui l'Africain estime qu'il est pro-Poutine, pourquoi on doit l'en vouloir? Poutine développe une idéologie. Quand il annonçait son opération spéciale militaire de dénazifier l'Ukraine, nous, Africains, est-ce qu'on était au courant qu'il y avait les nazis en Ukraine? On n'était pas au courant. Donc on est rentré dans les recherches, on a découvert le groupe Azov, qui est un peu avec des obédiences nazies, qu'on ne veut pas en parler au niveau occidental, ou alors on en parle mais en minorant les effets que ça pourra avoir. Et c'est comme on a parlé du procès de Nuremberg, c'est un peu un oubli dans ce cas-là de ce qu'a été vraiment la portée que voulait le procès de Nuremberg. Et donc, si aujourd'hui on est pro-Poutine, est-ce qu'il faut s'en vanter? Non, mais c'est sur un choix qui se base sur une certaine liberté et un mot fort qui est cher à l'Occident. Donc on est libre de choisir le camp qu'on veut. On ne doit pas être traîné comme une chèvre qui doit aller brouter, ou le maître a dit que c'est ici que je vais brouter aujourd'hui. La liberté de penser, très chère à l'Occident. En temps de guerre, la bataille médiatique est un élément fondamental pour orienter la pensée des populations. La sortie populiste du président Poutine fait-elle partie de cette propagande? Oui, en quelque sorte. D'abord, pour moi, j'ai commis un papier avec pour titre du désaccord au conflit, comment les médias racontent la guerre
entre l'Ukraine et la Russie. Et dans ce travail-là, j'essaye de montrer que c'est pas la guerre au niveau physique, là, que les gens s'échangent des petits de feu ou bien sur le terrain, qui est la véritable guerre. La guerre, elle est d'abord conceptuelle. Elle est d'abord du fait de la communication. Elle est d'abord du fait de comment on structure la pensée de l'opinion publique. Et maintenant, quand les effets physiques de la guerre, parce qu'il y a une avant-guerre, la guerre et après la guerre. Et avant la guerre, comment est-ce que les médias parlaient de la méfiance qui existait déjà entre l'Ukraine et la Russie? Quel est le discours qui était fait? Par exemple, vous avez la situation, par exemple, à Odessa, on parle de génocide là-bas. Au niveau de l'Occident, les médias ont tué l'information ou alors ont tué l'information. Donc, l'opinion publique n'a pas été au fait de la situation réelle qui se passait dans le Donbass. Et en cela, elle a germé une certaine animosité en créant ce que j'appelais dans ce papier-là le substantif pro-russe, pro-ukrainien. Et donc, cette mise en confrontation des appartenances crée une certaine animosité entre eux-mêmes, frères et sœurs, qui se sentira, c'est juste un sentiment, je me sens pro-ukrainien ou pro-russe. Et maintenant, une bataille idéologique qui naît sur la base d'un sentiment, c'est juste un sentiment, on se sent pro. Qui reflète une certaine idéologie. Et maintenant, les médias ont porté ce discours-là pour raconter, selon eux, ce qui se passait sur le terrain, ou alors ce qui se disait sur le terrain. Mais est-ce que la construction des camps dans les relations au sein même d'une communauté est propice à créer une atmosphère de paix? J'ai envie de dire non. La conséquence logique, aujourd'hui, on a la guerre qui se passe en Ukraine. Et comment est-ce qu'ils racontent maintenant ces événements-là? C'est ce qui est fascinant. Dans le papier, je parle des seringues hypodermiques occidentales. C'est-à-dire quoi? Pour les communicants, ou alors ceux qui ont essayé d'étudier la communication, ils pensent directement à la théorie de Laswell, qui estime que il y a la structure, ou alors la superstructure qui produit l'information, projette cela dans les médias, et tout ce que nous avons à faire, c'est de consommer l'information. Et c'est ce qui se passe maintenant avec la manière que l'Occident raconte ce conflit, et pour la simple raison que si c'est ce que Adolf Hitler, dans son livre Mein Kampf, a essayé de dire pourquoi il a perdu la guerre. Il dit, si vous n'arrivez pas à intégrer votre philosophie ou alors votre idéologie dans le camp adverse, vous avez perdu la guerre. Et c'est en cela que les Anglais ont réussi à intégrer leur discours dans le camp d'Adolf Hitler pour diminuer, n'est-ce pas, l'acceptation même du nazisme au niveau de l'Allemagne. Et vous avez ce discours-là aujourd'hui en Occident. Pourquoi? Parce que vous avez cette crainte que l'Occident a eue et a coupé, n'est-ce pas, toute diffusion de Radio Sputnik, de Sputnik et de Russia Today au niveau de l'environnement occidental. Pourquoi? Pour le contrôle de l'information. Le contrôle de l'information. Et maintenant, la sortie de Poutine au niveau de la Crimée, c'est une date fondamentale. Et pourquoi il fait cela au niveau du rapprochement de ces peuples-là à une période historique qui reflète une certaine appartenance, une certaine harmonie entre soit la Russie ou alors les habitants de la Crimée, qui crée, n'est-ce pas, un patriotisme. Vous entendez le discours qu'il a créé, il a dit « ça fait longtemps on n'a pas connu une certaine osmose entre les peuples, une certaine fraternité qui existait dans le passé à l'existence de l'URSS ».
ça fait longtemps qu'on n'a pas combattu ensemble, il dit à ce meeting de propagande, on va dire, puisque c'est de la propagande. Et tout ça est fait, non pas avec des fusils, c'est avec le simple jeu communicationnel. Et aujourd'hui, c'est ce qui est un peu désolant dans ce métier qu'est la communication. On se prend aujourd'hui comme des militaires. Nous sommes des militaires avec la parole. On essaye de travailler pour la préservation des intérêts, non pas pour la préservation de la vie. C'est un peu en cela que la communication est la première guerre qui est menée. Et en temps de guerre, la communication n'est pas faite comme en temps de paix. Et donc c'est pourquoi la sortie du président Poutine, c'est un peu pour galvaniser le bas peuple, se rapprocher, puisqu'il y a un discours ambiant qui tend à montrer qu'il est fou, il est sénile, il est je sais pas moi, criminel de guerre, comme j'en ai entendu avec le président Biden. Il se rapproche du peuple pour montrer qu'il est en communion, il est en osmose avec son peuple qui le soutient dans son opération militaire spéciale au niveau de l'Ukraine. Et il le répète, il le dit, c'est dans l'objectif de dénazifier. Et il n'a pas vocation, selon lui, à occuper l'Ukraine. Il est là pour une opération militaire spéciale. C'est ce qu'il dit, ce qu'il a raconté au niveau de cette cérémonie-là. Oui, c'est de la propagande. C'est simplement de la propagande. Comment mon message est perçu au niveau du camp adverse et comment mes idées sont perçues au niveau du camp adverse. C'est pourquoi il y a une réplique directement pour stopper cette communication-là et magnifier le camp que vous devez supporter au niveau de l'opinion publique. C'est le véritable enjeu de tout ce qui se trame dans ce qui se passe là. C'est pourquoi dans mon prochain papier, j'espère que je vais avoir le temps pour le faire, c'est de montrer avec des éléments factuels comment la télévision raconte le conflit au niveau occidental. Ça serait un peu fascinant de voir cela, mais c'est un peu la quintessence de ce qu'elle vient de dire que je vais travailler dessus. Jérusalem conseille à Kiev de se soumettre à Moscou. Peut-on considérer cela comme une prise de position? Non, ce n'est pas une prise de position. Vous êtes aussi au fait que Jérusalem aussi connaît quelques problèmes quant à son appartenance soit à la Palestine, soit à l'Israël. C'est un peu cela. Donc maintenant, c'est quel côté de Jérusalem qui a émis ce vœu-là? C'est un mélange de genres que le monde a laissé germer, qui a des répercussions sur la vie du citoyen lambda. Maintenant, est-ce que c'est une prise de position? C'est peut-être du chantage, j'ai envie de dire. Si ça vient de l'Israël, c'est peut-être du chantage. Si ça vient de juste à côté, Palestine, c'est aussi sa volonté de montrer son rapprochement avec le président Poutine ou alors la Russie qui doit le défendre dans sa cause qu'elle milite au niveau des Nations Unies quant à sa reconnaissance en tant qu'État ou alors il y a une cause là qu'ils sont en train de défendre. Et donc c'est un moyen de se positionner pour mieux vendre leur cause en fait. C'est un peu l'analyse que j'ai et en fonction du camp, si ça vient d'Israël, c'est un moyen de chantage au niveau de son habituel allié, les États-Unis. Oui. Ouais, les États-Unis, l'OTAN, pour pousser un dossier chaud qu'ils ont actuellement pour qu'ils se ravisent sur une certaine position qu'ils ont dans un certain dossier. Et donc, oui, de toutes les façons, c'est une position qu'ils prennent et puis pour ma foi avancer sur certains dossiers qu'ils ont entre les mains. C'est une opportunité, la guerre
en Ukraine. C'est une opportunité qu'il faille tirer profit pour chaque État. Donc, ouais, ils ont posé un acte et maintenant, ça dépend maintenant au récepteur d'analyser le message. C'est ce qui est intéressant dans tout ce qui se passe là aujourd'hui. La guerre en Ukraine est une aubaine pour chaque État. Un monde multipolaire pointe à l'horizon. L'Union africaine, les ACP, les organisations sous-régionales ne devraient-elles pas être repensées? Oui, votre question a du sens. Maintenant, est-ce qu'il faudrait repenser les structures? Non, non. Les structures peuvent exister. Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser le mode de fonctionnement des individus qui officient dans ces institutions-là? C'est là qu'est la véritable question. Et comme on a eu à parler précédemment, j'ai envie de dire, quelle est l'orientation idéologique qu'ils ont, quel est leur rapport avec la métropole, comme on parlait dans les moments de colonisation, il faut un rapport avec la métropole, quelle est leur philosophie même de vie, de façon individuelle, et quel est le rapport qu'ils ont avec l'Afrique. Quand on pose toutes ces questions, on se rend compte que présentement, c'est une vision portée vers l'extérieur. Parce que si on regarde juste le fait que l'Union africaine est financée à, je crois, 70 ou 90% par l'Union européenne, qu'est-ce que vous voulez que cette institution produise en termes de pensée? Si ce n'est le recyclage de ce qui vient de l'Union européenne. Et donc, il y a un sursaut d'orgueil qu'il faut avoir. Il y a, ma foi, beaucoup de travail au niveau individuel pour porter le discours de l'Afrique dans son continent et en dehors de son continent, pour qu'on se sente respecté. Si vous voyez aujourd'hui, la majeure partie de ces dirigeants-là, ils font juste des conférences, n'ayant même pas au bout des doigts les réalités quotidiennes que vivent les États constitutifs même de ces régions ou alors de ces organisations-là. Et c'est en cela que nos penseurs, nos intellectuels ont fauté, peut-être pour la simple raison qu'ils ont des obédiences qui leur imposent une certaine ligne de conduite qui ne les pousse pas à penser Afrique en premier, mais à penser Afrique dans leur dossier qu'ils ont oublié, que quand ils feuillettent à la maison, il y a un dossier sur l'Afrique. Non, il y a le programme, l'Afrique 63, le truc de l'Union européenne, là, ça c'est une véritable chimère. Est-ce que maintenant, ils ont pris en compte les événements qui se passent en Russie ou alors en Ukraine aujourd'hui? Quel est l'impact que cela aura? Tout cela doit être pensé et divulgué auprès de la population. Le facteur majeur qui, ma foi, est dommageable pour nous, Africains, c'est qu'on n'utilise pas l'arme la plus facile à utiliser qu'est la communication pour informer l'opinion publique. Pourquoi? Parce qu'on a des détourneurs de fonds. Vous voyez, je prends juste le cas du Cameroun. Chaque ministère a un service de communication. Mais on ne sait pas ce que le ministère fait parce que le service de communication existant ne fait pas son travail. Pour la simple raison que c'est pour générer quoi? Générer les axes de corruption, les axes. Parce que l'information, c'est une marchandise. L'information, c'est une marchandise. C'est un sociologue Bourdieu, non pas Bourdieu, j'ai oublié son nom, il a écrit La société de consommation. C'est lui qui dit que l'information, c'est une marchandise. Et donc, celui qui a l'information, il vend au premier venu ou alors il crée la rareté pour que ça crée beaucoup de choses, dont la corruption. Et donc, vous avez tout ça. Est-ce qu'il faut repenser toutes ces structures-là? Non, il ne faut pas les repenser. Il faut que celui qui est en charge de ces structures-là se redéfinisse, comme disait Kizerbo,
repenser d'abord son soi et se porter maintenant vers l'extérieur avec son identité propre. Est-ce que nos structures-là ont une certaine identité? Et ce n'est pas la structure qui donne l'identité, c'est l'individu qui confère une identité à une structure. C'est pourquoi en communication, on dit qu'on travaille pour la construction d'une image de marque à une entreprise, à un produit. Donc on ne travaille pas pour je ne sais pas moi quoi. Donc il faut qu'on travaille à utiliser de façon efficiente les éléments que nous avons entre les mains pour donner sens à ces structures-là qui pour l'instant sont moribondes. Mais il y a une députée européenne qui disait que c'est à l'Afrique de dire aussi ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle doit nous rappeler ce qu'on doit dire, ce qu'on veut? Elle n'a pas à nous rappeler, on sait ce qu'on veut, mais ils ont choisi qui doit dire ce que nous voulons à notre place. Si aujourd'hui elle me demande ce que je veux dire de foutre le camp de l'Afrique. Mais est-ce que Macky Sall, c'est pas moi qui auront la force de lui dire cela comme moi je le dis maintenant? Moi je suis jeune, je suis avec une forte volonté de voir l'émergence de l'Afrique. Donc moi je lui dis cache que foutez le camp de l'Afrique. Mais est-ce que ceux qui gèrent nos institutions là ont le courage de leur dire foutez le camp de l'Afrique? Non, ils n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés dans certains réseaux. Ils ont un réseautage qui les enchaîne et qui, ma foi, on balance des solutions. C'est pourquoi ça, c'est l'usage de la communication. On utilise la communication pour informer la masse. Donc quand elle vient dire ça, c'est que elle ne s'adresse pas à ces dirigeants-là, mais elle s'adresse à nous, le bas peuple. Nous, on sait ce qu'on veut. Maintenant, quand on porte nos voix vers ce qu'on a élu ou alors admis comme dirigeants pour porter nos voix, ils se bifurquent. Ils prennent d'autres directions que nous, on ne comprend pas. Et c'est ce qui, ma foi, crée une certaine fissure entre les relations élite-masse au niveau de notre continent, parce qu'on n'a pas un bon usage de la communication. Et donc, son message, moi, je lui dis, foutez le camp de l'Afrique. Si vous le faites, vous avez rendu un véritable service au développement de notre continent. Ou alors, on va développer une certaine relation où on connaît nos intérêts et on essaye de les préserver de fort belle manière. Donc cette députée-là, elle a compris le message. J'espère que ça va passer dans ses oreilles pour comprendre qu'un Africain à qui elle a demandé de savoir ce qu'on veut et de savoir comment demander. Moi, je veux juste que vous foutez le camp de l'Afrique pour qu'on essaye de définir maintenant à l'avenir les relations qu'on pourrait avoir. Mais l'Europe est un partenaire de l'Afrique. L'Europe est un partenaire de l'Afrique. Donc, c'est comme la relation père-fils. Est-ce qu'il y a partenariat là-bas? Non, c'est la relation d'autorité. L'Europe finance l'Union africaine à hauteur de, je ne sais pas moi, de 70, je l'ai dit, 70-80%. Quelle relation vous voulez qu'il existe entre ces deux institutions-là? Ces relations père-fils. Je te dis, ça sera comme ça. Mais bien qu'on dit qu'il y a bon, selon la conception occidentale, hein, bien qu'on dit qu'il y a une certaine harmonie, il ne faut pas mater les jeunes, mais toujours est-il qu'il y a une certaine autorité. L'enfant sait que l'autorité, c'est le parent. Et donc, l'Europe, avec sa relation qu'elle a avec l'Union africaine aujourd'hui, il faut des hommes forts tels que Kadhafi a voulu, tels que les présidents qui ont osé, le président Mugabe, et qui avait le courage de dire ce que l'Afrique voulait, l'Afrique profonde, j'entends, l'Afrique qui n'est pas dans les obédiences un peu belliqueuses, là, qui prête à confusion. C'est un peu ce message-là que certains dirigeants ont eu à porter, mais qui ont été vite liquidés. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore venu nous rappeler que il faut nous dire ce que vous voulez? Non, ça c'est un discours qui est dépassé. Ils savent ce que nous voulons, ils savent ce qu'ils doivent faire pour que les conflits qui sont naissants ne se produisent pas. C'est pourquoi la prochaine, l'Union européenne, l'ONU qui aspire à mener la paix, je ne sais pas moi quoi là, doit essayer de respecter ce qu'elle s'est dit ou alors les décisions qu'elle donne. Le président Macron a affirmé aussi que les temps ont changé. Si les temps ont changé, que lui-même il change. S'il estime que les temps sont passés et que nous sommes à une ère de construction d'une nouvelle relation avec l'Afrique,
moi en tant qu'Africain, je ne pense pas que les temps ont changé pour moi. Hein. Le franc CFA, je ne sais pas si l'a oublié, mais le franc CFA existe depuis la colonisation. Juste après que le nazisme a été éradiqué en France, De Gaulle a déporté ce système-là et l'a balancé en Afrique. Donc c'est la continuité du nazisme qu'on est en train de vivre. Est-ce que les temps ont alors changé, puisqu'il y a toujours l'existence du franc CFA? Je ne pense pas. Je crois dire la communication que ces dirigeants européens ont vis-à-vis de l'Afrique est une communication qui vise à créer un sentiment d'endormissement. Oui, on a pris en considération vos dires, mais dans les faits, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que non, c'est juste des discours de salon. Et puis, ma foi, c'est à nous de nous réveiller, comme je disais, avec une certaine volonté positive pour qu'on confronte les dires à la réalité. Et facilement, on va réussir. La guerre en Ukraine est une aubaine, est une opportunité pour des pays africains, les pays en voie de développement, pour pouvoir tisser de nouvelles relations. Est-ce que l'Afrique profitera-t-elle de cette aubaine pour pouvoir avoir des relations stables dans un environnement de paix face à ce monde qui se multipolarise? Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et espérons vous retrouver pour la prochaine émission. À très bientôt.